Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé du Habib qui démarre la vie active, qui n'arrive pas à faire des ventes dans le porte-à-porte, à celui justement qui devient top 3? Le mot-clé, c'est un alignement parfait. Il y a une science qui s'appelle l'identité narrative. C'est la manière dont tu parles de toi-même. Est-ce que toi tu peux nous en dire un peu plus sur la vente et sur tous les aspects de la vie tu peux retrouver la vente? Pourquoi il y a le oui mais là? Parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a un bras de fer et tout ça. C'est la persuasion, la science de la persuasion. Salam alaikum à tous et bienvenue dans cette interview. On est en compagnie de mon frère Habib, des experts impactants. Habib, mon frère qui m'a fait l'honneur de m'interviewer la semaine dernière. Je me suis dit, mais moi aussi j'aimerais bien t'interviewer, mon frère Habib, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à apporter à la communauté. Habib, comment vas-tu? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais bien, barakallahu fik. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être avec Ça me toi. fait, ça me fait vraiment plaisir. Pour remettre dans le contexte, Habib, on s'est connus parce que j'ai fait une immersion chez toi. Je me suis formé à la vente avec toi. Et Ouais. on a pu voir pendant cette semaine d'immersion tes compétences variées, alors ma belle, que ce soit dans la vente ou autre. Et comme tu es quelqu'un vraiment que je pense qui a de la valeur à ajouter sur le marché, surtout francophone du business, donc je voulais absolument t'interviewer. Donc l'interview elle va se porter sur la vente, mais avant de parler de la vente, moi j'aime bien dire à mes élèves que la base de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur. Et c'est ce qu'on a parlé d'ailleurs ensemble la semaine dernière, c'était sur le mindset. Mais j'aimerais justement connaître, Habib, où es-tu né? Comment était le Habib de la jeunesse, de l'enfance? Si tu peux nous en dire plus, Inch'Allah. Non. Écoute, moi je suis né, bismillah, alhamdulillah, salatu salam, rasulillah. Je suis né à Paris, dans le 18e. Ok, Très exactement, pour ceux qui connaissent la région parisienne, c'est Porte d'Aubervilliers, donc c'est proche de la banlieue, hein. Toutes les portes sont collées aux banlieues. Et c'est comme une banlieue, c'était comme une cité. Je suis l'aîné d'une famille de trois, on est trois garçons, donc j'ai deux petits frères. Donc ok, classique, mon père algérien, ma mère marocaine, en tout cas des maghrébins. Des gens simples qui sont venus en France pour travailler. Donc j'ai grandi là-bas. Et j'ai grandi comme ça. Et quand j'étais petit, j'ai été quelqu'un, en fait, j'ai l'habitude de dire que j'étais quelqu'un qui était timide, mais en fait, c'est pas ça. J'étais pas timide, j'étais craintif. Donc ok. j'avais vraiment, j'ai eu des épreuves quand j'étais petit. Euh, c'est des épreuves assez personnelles, donc je vais pas partager dessus, mais euh, et je me plains pas du tout, hein, alhamdoulilah. Mais c'était certains traumatismes, et ce qui fait que en fait, quand j'allais à l'école, j'avais peur en fait. J'étais pas timide parce que quelqu'un de timide, c'est quelqu'un, voilà, la timidité, ça peut se résoudre. Mais moi, en fait, j'avais certains traumatismes qui fait que j'avais peur des gens. Vraiment, j'avais peur des gens. Donc, en gros, je suis resté comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, et je faisais deux choses, hein, vraiment pour résumer, parce que l'école, je comprenais pas à quoi servait l'école. J'ai vraiment pas compris à quoi servait l'école. J'ai jamais ouvert un cahier. Et mes parents, ils étaient occupés, ils m'ont pas expliqué à quoi ça servait, comme beaucoup d'entre nous. C'est pas un reproche, hein. Pour moi, on n'a pas de reproche à faire à nos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ils ont fait beaucoup et plus que ce que moi je pourrais faire en tout cas. Et donc je faisais deux choses en gros. Jouer au tennis, ce qui m'a permis d'avoir une certaine sociabilité. Et puis vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé aussi à jouer aux échecs jusqu'à atteindre un haut niveau. Et en fait, c'est les deux choses qui m'ont permis, euh, au niveau identitaire, parce que j'ai pas eu d'éducation religieuse, de me dire ok, ok, je vaux quelque chose entre guillemets, parce que dans le quartier où j'ai grandi, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont fini dans la drogue, qui ont fini en prison, et franchement, ça fait mal au cœur. J'ai le souvenir de quelqu'un qui, quand j'avais à peu près 12 ans, 13 ans, il vient me voir, me dit oh, wesh, monsieur le ministre. Enfin, il m'appelait comme ça, tu vois. Mais en fait, moi, je parlais normalement, tu vois. Mais mon normal à moi, par rapport à certains, c'était un langage soutenu. Et malheureusement, la plupart ou beaucoup de ces gens-là, ils ont mal terminé, malheureusement, tu vois. Donc, c'était ça, en gros, mon histoire. Et donc, jamais j'aurais pu penser être ni coach, ni mentor, ni expert en vente. Parce qu'en fait, j'avais des défauts qui peuvent pas te faire réussir en vente, quoi. J'en avais pas un, j'en avais des dizaines sans fausse prétention. Ok, on va y venir, Inch'Allah. Si je peux reprendre vraiment la base du base, tu t'appelles Habib Belkhair. Qu'est-ce que tu penses, toi, du prénom et du nom de famille? Est-ce que c'est une importance dans la vie d'une personne? Mais je pense que
comme il dit Ibn al-Qayyim, il dit, Al-Rajul, il fait les choses, il gère l'univers avec ses noms. Par exemple, Al-Rajul, c'est le savant, il fait tout avec science. C'est Al-Khaliq, c'est le créateur, il était créateur même avant d'avoir créé. Et par rapport à ses noms et ses attributs, qui sont parfaits, il fait les choses parfaitement. Ibn al-Qayyim, il dit, l'être humain, lui, il acquiert un nom à force de faire. C'est-à-dire que on dit pas d'une personne qu'elle est un voleur quand elle a volé une fois. On dit pas d'une personne qu'elle est savante quand elle a étudié un livre. Mais je pense que c'est pas une règle générale, parce qu'il y a des gens qui s'appellent Salih, et ils sont pas Salih du tout, tu vois. Mais je pense qu'il y a quelque chose dedans. Parce qu'en fait, les noms et les prénoms, ça reste quand même une inspiration qu'Allah lui donne aux gens, tu vois. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui conscientisent son nom et prénom, ça peut conditionner sa vie dans le futur. Et c'est quelque chose que des fois nos parents ne font pas, malheureusement, c'est nous inculquer quelles sont nos origines, nos racines. C'est un arbre pour planter, il a besoin de connaître un peu d'où il vient, ses origines. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour les enfants, subhanallah. Ok. Donc toi, si je comprends bien, tu n'as pas grandi dans une famille d'entrepreneurs, c'est exact? Non, pas du tout, non. Ok. Donc l'entrepreneuriat, tu as dû, par la force des choses, l'apprendre. Ouais, j'ai dû l'apprendre, j'ai dû enlever plein de choses. Certaines choses, je les ai encore, hein, de ce que j'appelle des réflexes de pauvre. Ok. Tu vois? D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé ensemble du côté du mindset quand je t'avais donné l'exemple d'une formation que je devais acheter qui était même pas chère et puis mon cerveau commençait à bugger, tu vois. Et là, je conscientise vraiment que, en fait, si quand il faut investir, t'investis pas, et quand il faut pas investir, t'investis, bah, tu vas échouer toute ta vie, en fait. Donc, c'est pas la question d'investir tout le temps. Il faut investir quand il faut. Quand il faut investir, c'est un investissement, son nom l'indique, il faut absolument le faire. Par contre, quand il faut pas investir, il faut absolument pas le faire parce que c'est une dépense que tu vas perdre. Bien sûr, ni toi, ni moi, ni personne, on peut garantir des investissements toujours qui sont rentables. Par contre, toi et moi, et tous les autres entrepreneurs dignes de ce nom, on a des investissements qui, dans la globalité, sont rentables. C'est pour ça qu'on se forme, c'est pour ça qu'on continue à se former, et c'est pour ça qu'on dit aux gens de se former, parce que de toute manière, il n'y a que deux manières d'apprendre. Soit tu apprends par tes erreurs, et ça coûte trop cher. Soit tu apprends par l'erreur d'un autre qui va t'apprendre à pas les faire, et ça te coûte moins cher. Donc oui, j'ai pas grandi du tout dans un environnement d'entrepreneurs, comme nous tous. En plus, moi, tu sais, j'avais pas le truc, on sait qu'il y a beaucoup, tu sais, de gens maintenant qui ont une route un peu tracée. On leur dit, écoute, étudie bien, et avec ça, tu vas avoir un bon emploi. Moi, j'ai même pas eu ça, tu vois. Et quelque part, peut-être c'est bien, tu vois. De toute manière, tout ce qu'Allah nous fait, c'est bien. Et moi, tu sais, de par mon profil, j'ai toujours eu ce truc-là un peu d'entrepreneuriat. Quand je me rappelle le plus loin que je puisse y penser, c'est que j'étais dans la cour de récré, j'essayais déjà de vendre des choses à mes camarades, d'essayer de faire de l'argent un petit peu. Donc c'était en vérité mes premières expériences entrepreneuriales. Toi, est-ce que tu te rappelles de ta première? Non, ma première... Moi, j'ai pas eu de choses comme ça, hein, c'est sûr, parce que j'ai pas... c'est pas le sujet du jour, mais tous les deux, on est formés au profil psychologique et on sait pourquoi toi, tu fais ça. Sans parler des profils, ça veut dire que tu avais un profil avec les valeurs en plus, mais à la Tapie, à la Bernard Tapie. Yes. Et en tout cas, ce qui est bien chez Bernard Tapie, les valeurs, on peut discuter, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a un parcours impressionnant dans l'action, dans le faire. Ouais. Toute personne qui a un niveau en business, il voit que cette personne, elle est partie du bas, elle est montée. Et encore une fois, les valeurs, c'est autre chose, même si pour nous, c'est le plus important en tant que musulman. Mais toi, tu avais ça. Non, moi, j'ai même pas, tu vois, quand tu me poses la question, parce qu'on prépare pas à nos émissions, hein, j'ai pas de réponse à te donner. Ça, c'est du travailler chez moi. Ok. C'est pour ça que ça va être intéressant d'un profil comme moi de former les gens à la vente parce que c'est du travailler. Donc, je maîtrise les étapes du process et je sais où les gens sont bloqués. On en reviendra après. Ouais. Mais par exemple, quand j'ai commencé à faire du porte-à-porte, ceux qui étaient là et qui réussissaient, parce qu'il y avait beaucoup de turnover, tous ceux qui restaient, c'était des vendeurs nés. Enfin, c'est des gens, ils avaient certaines qualités de vendeurs. Alors, je dis pas qu'on a toutes les qualités d'un vendeur, mais je dis que certaines personnes ont plus de qualités qui facilitent à la vente. C'est-à-dire que, par exemple, comme toi, quelqu'un qui passe à l'action, il a une qualité qui est plus facile pour être un vendeur, parce que le fait de passer à l'action, ça lui donne du feedback, ça lui montre que c'est possible. Par exemple, on n'en a jamais parlé, mais si tu as fait ça, tu avais quel âge à peu près? Franchement, je me rappelle que ça devait être fin de primaire, peut-être. Fin de primaire. Non, ma belle. Et tu as touché de l'argent? Ouais, mais c'était ridicule ce que je touchais. C'était peut-être des petites sommes. Et justement, en fait, c'est énorme. C'est énorme. Parce qu'en fait, tu as eu l'expérience
je vends quelque chose et j'ai de l'argent. Donc, tu as eu le premier pas et tout le reste, c'est possible. Ça, c'est la route vers le million. Moi, je l'ai eu très tard, ça, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils sont bloqués parce qu'ils ont des croyances qui sont fausses, parce que leur réalité leur rappelle que c'est pas possible. C'est intéressant ce que tu dis. Ben justement, ça me vient à continuer un peu plus tard dans ta vie. Tu sais, il y a le fameux choix après le lycée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue les études? Est-ce qu'on va travailler, etc. Toi, c'était comment pour Habib à cette époque-là? C'était, moi, franchement, je me laisse porter par la vie, par les événements. Ok, J'ai redoublé ma troisième. ok, Euh, Parce que en fait, c'est simple en fait. Selon le type de, quand j'étais en CM1, CM2, j'avais tout le temps 10 sur 10 en maths. ok. Et en fait, en quatrième et troisième, j'ai eu une prof qui était pas empathique, qui était sévère. Bien sûr, quand j'étais enfant, ce que je te dis là, je pouvais jamais le conscientiser et je ne le savais pas. Et j'avais besoin, moi, en tant qu'enfant, pour réussir, de professeurs empathiques. Résultat, tu as la même personne qui est moi, qui a que des 10, hein, j'avais que des 10, hein, sur 10 en maths, en CM1, CM2. Je me souviens d'une discussion, j'étais vraiment petit, je devais avoir 8 ans, et je me souviens que le professeur de maths, il parle avec ma mère, et il lui dit, mais je comprends pas votre fils, il est pas premier, il devrait être au moins deuxième. Et en fait, j'avais que des 10, mais j'étudiais pas. Et donc, tu as la même personne qui est moi, Habib, qui va au collège et qui trouve une prof pas du tout empathique, très difficile. Et comme je suis plus dans un bon état émotionnel pour recevoir l'information, je redouble 2 fois et j'ai pas des bonnes notes dans une matière sur laquelle j'étais fort. C'était les mathématiques. Donc, ce qui se passe, c'est que après la troisième, on me dit, oh, tu vas aller en BEP, je dis ok. On m'inscrit en comptabilité, je dis ok. Il y a la rentrée d'école, on me dit, il n'y a pas de place en comptabilité, tu te retrouves en secrétariat. Je dis ok. Et d'habitude, Ok. les classes de secrétariat, il n'y a pas d'hommes. Et là, pour une fois, on était 3 hommes. On était 3 hommes simplement. Donc aujourd'hui, je tape avec les 10 doigts sans regarder. D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, j'ai cette compétence de business. Je pourrais en faire un business, mais je le fais pas pour 2 raisons. La première, c'est que j'aime pas. La deuxième, c'est que c'est pas lucratif. Donc, je ne suis pas profil argent. Je ne suis pas profil argent. Mais ouais, j'ai pas choisi. Donc j'ai fait une école de commerce après. J'ai fait une école de commerce Ok. et franchement, on m'a appris un petit peu des études de marché. Tout ça, c'était par défaut. Et quand je rentre dans la vie active après l'école de commerce, eh ben j'ai lu un journal. C'est assez ancien, il y a que les anciens qui peuvent voir. C'est pas ta génération. C'est les journaux où il y avait les publicités. Et il y avait une annonce qui était bien. Ok. C'était à Paris et c'était pour un poste de vendeur. Donc j'y vais, j'arrive dans une grande salle et en fait on me dit voilà, en fait on me fait comprendre, on me vend, c'était des bons vendeurs, que c'est l'opportunité. Finalement je me retrouve à faire du porte-à-porte et à vendre des encyclopédies et pendant 6 mois je vais gagner 0 €. D'accord. Euh, Ok. voilà, mais je pense que au moment, moi le premier moment où je touche beaucoup d'argent, c'est à ce moment-là, c'est en avril 98 où je deviens top 3, je crois que j'étais numéro 1 mais je m'en souviens pas, donc je dis tout le temps top 3 d'une entreprise de 600 commerciaux Ok. et fallait vendre les fameuses encyclopédies dont je t'ai parlé et là j'ai touché, bon à l'époque c'était en francs mais plus de 50 000 francs qui correspond à 50 000 € maintenant sur un mois. Ouais. Oh, c'est bien. Et même là, je suis pas en train de conscientiser, compétence vente égale beaucoup d'argent possible. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'étais en train de guérir des traumatismes via la vente. Et les Ok. traumatismes que je guérissais, pardon, ils étaient plus importants que le résultat de l'argent. Ok. Donc là, on a été un petit peu loin dans la chose. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé du Habib qui démarre la vie active, qui n'arrive pas à faire des ventes dans le porte-à-porte, à celui justement qui devient top 3 et qui fait des ventes? C'est une excellente question. Et c'est un trésor pour tous ceux qui veulent faire du business et réussir. Le mot-clé, c'est un alignement parfait. J'étais Ok. désaligné sur 2, 3 points. Et je vais te donner les détails. Et ces détails-là, je les ai eus que récemment, quand j'ai été chez des gens qui sont spécialistes de trouver ton ultra compétence, que j'appelle ultra compétence, la chose que tu fais naturellement de manière inconsciente et mieux que les autres. J'ai fait un test chez 6 personnes différentes. Ok. Et les 6, en fait, se sont rejoints sur l'ultra compétence. Et en fait, il y a une science qui s'appelle l'identité narrative.
c'est la manière dont tu parles de toi-même. Sauf que la manière dont on parle de nous-mêmes, sans qu'on le sache, elle est biaisée, elle est fausse. Il y a des choses vraies, pardon, et des choses qui sont fausses, et ça fait un mélange qui n'est pas juste. C'est pour ça que, par exemple, quand on veut, comme toi ou moi, quand on veut exister et qu'on a déjà atteint des résultats et qu'on veut travailler le storytelling, c'est difficile de le faire soi-même tout seul. Parce qu'en fait, dans ce que tu vas présenter dans ton storytelling, il y aura des choses qui sont vraies, qui sont bonnes, mais surtout, il y a des trésors que tu vas banaliser, il y a des choses que tu fais que tu pourras pas expliquer sur pourquoi tu as réussi. Aujourd'hui, grâce à l'argent, si j'ai payé 6 experts juste pour l'ultra-compétence, c'est que j'ai voulu comprendre dans quelles conditions je performe au maximum. Et maintenant, je le sais. Et donc, quand je vais te donner les ingrédients, tu vas voir que dans la vente, c'était incroyable. C'est quelques éléments qui ont changé. Donc, pendant 6 mois, moi, ce que j'avais l'habitude de dire dans mon identité narrative, c'est ouais, je travaillais juste l'objection de l'argent. C'est vrai, mais c'était pas complet. Parce que même quand je regarde, c'est pas logique. J'ai commencé en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Pendant 6 mois, au mois de mars, j'ai fait quelques ventes. Mais au mois d'avril, je vendais tous les jours, voire 2 fois. Pour donner un ordre d'idée, les très bons vendeurs, ils faisaient 7 ventes dans le mois. J'en ai fait à peu près 16. Ok. Donc, et je vendais tous les jours, jusqu'à que celui qui me formait, qui était directeur dans l'équipe, il y avait le directeur d'équipe, je l'avais dépassé, et il m'a dit, on ne pouvait plus te dire non. Et en fait, moi, j'ai expliqué ça dans mon identité narrative, que j'ai travaillé les objections. C'est vrai que je travaille les objections, mais franchement, tu vois, quand tu fais du porte-à-porte, tous les jours, tu tapes à peu près 80 portes, tous les jours, tu argumentes à peu près 5 personnes, donc quand tu les argumentes, tu vas parler entre une demi-heure et 1h30, et puis sur 5 personnes, normalement, tu dois faire normalement une vente. Comment ça se fait que pendant... Il faut pas 6 mois pour travailler cette peur-là, même si c'est la chose la plus dure en vente. La chose la plus dure en vente, c'est le moment du prix. C'est là où tout le monde a peur, c'est là que tu peux reconnaître un expert en vente, c'est là que tu peux voir en fait, c'est là où le client il a peur, donc il a besoin d'être assuré 2 fois. C'est vrai que c'est technique, et c'est vrai que ça demande un travail sur soi, un travail de gestion des émotions qui peut durer des années. Mais dans mon cas, c'était pas ça. C'était pas que ça. En fait, ce qui a manqué, c'est qu'au mois de mars, fin du mois de mars, le responsable de mon équipe, il vient et il me dit à moi, on était 3 dans l'équipe, et il nous dit, au mois d'avril, il y aura un challenge France, et il y aura des concours et il y aura des récompenses. Et en fait, les premières, ils seront très récompensés, les premières équipes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, nous, on n'était que 3, et il y avait des gens qui étaient 4 et des gens 5. Et nous, en tant qu'équipe, on est devenu top 3 ou top 2. Et moi, je suis devenu, comme je te dis, top 3 ou top 2 ou top 1. Donc, ça veut dire, t'imagines, on n'était que 3 et des équipes qui étaient 4 ou 5 vendeurs. Ça veut dire que tu dois additionner tous les ventes du mois d'avril. Et nous, déjà, on a 1 ou 2 personnes en moins. Okay. Et à ce moment-là, moi, j'ai performé. Parce que moi, dans ma performance, j'ai besoin de défis. Ok, les défis, ils étaient là avant. J'ai besoin d'aider. Ok. Mais j'ai besoin d'équipe et j'ai besoin d'aider autrui. Sinon, je ne performe pas assez. Et donc, ce qui veut dire que si je veux faire un business tout seul dans ma chambre, et que je suis pas entouré de performances où je dois aider quelqu'un, eh ben en fait, je vais pas performer. Pardon. Maintenant, parce que maintenant, j'ai beaucoup travaillé par la grâce de l'Argels, maintenant, je vais performer, mais je vais moins performer. Donc, ma recette à moi, parmi les ingrédients de ma recette, c'est qu'il faut qu'il y ait ça dans l'ingrédient. Ça tombe bien, on est moussi, mais il y a une communauté à aider. Subhanallah, ça me parle beaucoup ce que tu me dis, parce que je me ressens un peu dans ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas il y a peut-être un petit côté un peu dans l'inconscient du sauveur, entre guillemets, ok, je vais venir t'aider, je vais venir, tu sais, c'est au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs, je suis là, si je suis plus fort, je dois venir t'aider. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, si je suis le plus fort, je dois venir t'aider, ça c'est tes ingrédients à toi. Ouais. Moi, je suis pas expert dans les 3 compétences, mais les ingrédients de base, je les ai. Toi, t'aimes le côté plus fort, ça vient d'un de tes côtés de ton côté profil psychologique qu'on connaît. Et le côté aide, ça vient de l'autre avec les valeurs. Moi, c'est un peu différent. Moi, c'est la justice et l'empathie. Donc, il y a juste on a un ingrédient commun. C'est la justice. C'est-à-dire que nous deux, en tant que musulmans, on estime que ce qu'Allah nous a donné, il faut le redonner à cette communauté. Tous les deux, on aura la justice. On estime que la communauté, c'est la meilleure. Elle doit revenir à l'âge d'or dans lequel elle était. Et ça ne peut pas être s'il n'y a pas l'économie, même si c'est pas la première base. La première base, c'est la foi. Mais on sait que la foi et l'économie, c'est un serpent qui se mord la queue. Si un musulman aujourd'hui, il n'a pas le temps pour étudier, s'il n'a pas le temps parce qu'il travaille 16 heures par jour, la première chose qui va être touchée, c'est sa religion. Donc on a vraiment, c'est proche, mais justement l'ultra-compétence, c'est comprendre que il faut que tu alignes tous les ingrédients. Imagine un cadenas avec 10 numéros, il faut non seulement que tu aies les 10 numéros, mais aussi dans l'ordre. Ouais. Et là, quand tu as ça,
Ben en fait, sur ton ultra compétence à toi, personne ne peut aller te chercher. Je peux pas aller te chercher, moi, sur ton ultra compétence. C'est ton risque qu'Allah t'a donné. Donc, ce sera un peu différent. Et quand on comprend ça, on comprend que, alhamdoulilah, déjà, on sait en tant que musulman, il y a de risques pour tout le monde, mais il y a des gens que toi, tu peux aider mieux que moi et que je pourrais pas aider comme toi. Et vice versa. C'est intéressant, Barakallahu fik, c'est très intéressant. Donc pour toi, le point de bascule, j'aime bien parler de point de bascule qui fait que tu es passé du Habib qui n'arrive pas à faire de vente à celui qui fait du vente, c'est surtout par rapport à ce challenge-là? Où ça t'as vraiment Oui, le déclic? c'est ça. L'ingrédient principal avant ça, c'était la douleur. Parce que Ok. avant d'arriver à ce moment-là, donc j'ai la vingtaine, tu vois, et en fait, pendant 20 ans de ma vie, je me suis fait rabaisser. Rabaissé par les gens à l'école, rabaissé par les professeurs, et en fait de manière différente. Hein. Par exemple, les professeurs, je posais des questions difficiles, compliquées pour moi qui étaient simples, et en fait, ils me punissaient, ou certains me punissaient. Donc, c'est-à-dire Ok. par les gens qui doivent t'apporter de l'empathie et qui doivent t'apporter du savoir et qui devraient être contents que tu poses une question qui est compliquée. Moi, j'aimerais que mes élèves me posent une question compliquée, et si je sais pas répondre, je dirais, bah, écoute, c'est quoi? Je suis très content parce que tu m'as posé une question auquel je peux pas répondre, et ça veut dire que tu as un niveau. Parce qu'en fait, le niveau de la question, si je peux pas y répondre, c'est que vraiment tu as un niveau. Pourquoi? Parce on peut nous poser une question qu'au niveau de conscience dans lequel on est. Quant aux Mhm. élèves, eux, ils se moquaient de moi et ils me rabaissaient. Et après, tu sais, quand tu tombes dans un cercle vicieux, quand il y a un élève qui se moque de toi, il y en a un deuxième, un cinquième, un dixième, et après tout le monde. Donc, sans exagérer, jusqu'à ce moment-là de ma vie, à part le tennis dont je t'ai parlé et les échecs, j'ai été en échec social par rapport aux gens. Sauf que je le conscientisais pas et je le vivais très mal. J'avais l'impression d'être bizarre, tu vois. De Mhm. toute manière, si tu es quelqu'un à qui Allah il a prédestiné des grandes réussites dans la vie, tu seras bizarre quand tu es enfant. C'est sûr. Parce que la normalité, elle est critiquée par Allah Azza wa Jal. Allah dit Aktharum la ya'qilun, Aktharum la ya'lamun. Alors je il critique la quantité et loue la qualité. Donc ce que je disais aux gens qui ont fait l'ultra compétence, parce que eux ils avaient un billet qui était allez trouver votre ultra compétence, vous allez réussir par rapport à ça. Je leur ai dit non, c'est pas vrai. Parce que ton ultra compétence, quand tu la trouves tard en général, sauf si tu l'as fait quand tu es adolescent, mais quand tu la trouves que tu as 25, 30, 40 ans, et ben ton ultra compétence, jusqu'à là, ça a été un problème entre toi et la société. C'est-à-dire que moi, régulièrement, j'avais des conflits avec les gens parce que certaines personnes me disaient ouais, t'es orgueilleux, t'es arrogant, tu comprends trop vite. Ben non, mais laissez-moi avec mon lustre. Donc, donc l'ultra compétence, contrairement à ce qu'on pourrait Mhm. croire, tant que c'est pas compris consciemment et tant que c'est pas approprié et tant que tu ne comprends pas pourquoi l'ultra compétence, c'est normal que tu es en décalage avec les gens. Après, les gens qui ont fait un travail sur eux, ils vont l'accepter et les autres, ils vont pas l'accepter parce qu'en fait, c'est comme un miroir qui leur envoie leur faiblesse à eux. C'est-à-dire que les gens, ils devraient se dire, Clairement. ok, non, lui, il a son risque. Ok, qu'est-ce que j'ai moi, je vais le travailler. Non, la société, elle est violente. La société, elle est pas comme ça. La société, elle t'écrase. Donc ça, donc je te parle de le premier ingrédient, c'était quand même toute cette douleur et cette frustration que j'avais au fond de moi. Et le déclic, le point de bascule, comme tu l'as bien appelé, c'est OK. Ça a été ça, mais sauf qu'il n'était pas conscient. D'accord. Mais ça a été le déclic. D'accord. Donc du coup là, tu deviens le Habib qui performe, qui fait des ventes et qui gagne bien sa vie en tant que salarié, j'imagine. Et je coach on m'envoie coacher des vendeurs partout en France, Ok. alors que tu t'avais dit qu'il y avait un turnover dans la société. Et moi, en fait, les autres vendeurs, je le voyais pas spécialement. Après, je l'ai vu, ils avaient pitié de moi. Parce qu'en gros, tu vois, dans le porte-à-porte, il y a des gens, ils restent un jour, une semaine, un mois. Il n'y a pas quelqu'un qui reste 6 mois sans résultat. En fait, j'étais le gentil bisounours. Mais moi, Mhm. dans cet environnement, aussi, il y a un ingrédient, c'est que je voulais absolument réussir. J'en avais marre d'être le petit gentil, je voulais réussir. Et ça, c'était réussir pour eux, dans leur paradigme à eux, dans leur valeur à eux, c'était performer. Donc, on me donne des vendeurs à former. C'est-à-dire, je me retrouve, je vais dans plusieurs villes. Je me rappelle, je suis parti à Reims. Ok. Un jour, ce point-là, je coachais un vendeur. C'est-à-dire qu'un vendeur, tu l'écoutes vendre et après tu le corriges quand tu sors de chez le client. On était chez deux professeurs. Il a fait, pendant 1 heure, il parle. Il rate la vente, ils lui disent non. Je Ok. leur dis, écoutez, je pense que peut-être il y a quelque chose qui l'a mal expliqué. Que pensez-vous si je vous donne quelques subtilités? Ils me disent, ok. Je repars pendant 1 heure ou 3/4 d'heure et ils me disent oui. Donc je prends le chèque et parce qu'on prenait le chèque, on prenait le RIB Ok. et ils signaient un contrat pour 3 ans ou 4 ans. Donc j'ai refait une vente qui a été annulée en direct avec ce vendeur. Donc à ce moment-là de ma vie, je passe d'un extrême à un autre. Ok. Ok, d'accord. Et du coup,
tu aurais pu rester dans ce... Parce que c'est quand même un certain confort, j'imagine, à cette époque-là, du coup, tu gagnes assez correctement ta vie, etc. Et tu es dans un espèce de confort. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque à justement passer ce pas de l'entrepreneuriat? En fait, quand j'arrête dans le porte-à-porte, c'est parce que j'ai atteint mon objectif qui était d'arrêter d'échouer. Et vraiment, mon objectif, c'est ça. Hein. C'était pas de Ok, réussir. Mon objectif était d'arrêter d'échouer. C'était entre guillemets une intéressant. survie. Donc j'arrête et c'est là que je commence à me former à différentes sciences comme la programmation neurolinguistique ou d'autres Ok, sciences. Et après, je deviens formateur. Donc, je deviens formateur, quelque chose qui correspond plus à mon profil naturel que vendeur, d'accord. Et en fait, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, Harry, pour moi, l'entrepreneuriat c'est long en fait, parce qu'en fait, je considère que je suis devenu entrepreneur réellement que depuis 2017, et j'ai encore ok, plein de choses à travailler sur l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, j'étais un bon vendeur, j'étais un bon coach, j'étais un bon formateur, mais je ne savais pas gérer un système d'entreprise. D'accord. Par exemple, bon, pour donner un exemple, tu peux pas être un bon entrepreneur si tu fais pas attention vraiment à l'argent. Comment tu le gagnes bien sûr de manière halal, mais comment tu le gères. Et l'argent doit être important. Je veux dire, si tu as des clients, tu les relances pas alors qu'ils doivent de l'argent, c'est quelque chose qui est éliminatoire. Non pas pour l'argent en soi, mais plutôt pour ce que ça représente en tant que pilote de l'entreprise. Tu vois. Et moi, en fait, comme je t'ai parlé tout à l'heure de mon éducation, moi, quand je rends tout ça, j'ai plein de trous dans l'entrepreneuriat. Donc déjà, j'ai plein de trous en tant que vendeur, je les corrige. Après, j'apprends à être un formateur. Après, j'apprends à être un coach. Et en fait, le dernier métier que j'ai appris et que je continue à apprendre, c'est le métier d'entrepreneur, qui n'est pas un métier, pour moi et tous les gens qui sont comme moi, c'est pas un métier naturel. Au contraire, ce qu'on a appris, c'est plein de choses qui sont contraires. C'est marrant ce que tu dis, parce que je dis beaucoup à mes élèves. Je dis par exemple, si on prend un menuisier qui se lance à son compte, son métier, c'est plus d'être menuisier, c'est d'être entrepreneur. Parce qu'il doit gérer l'acquisition de clients, il doit gérer la vente, il doit gérer la réalisation, etc. Donc tu n'es plus menuisier, tu es entrepreneur. Et toi, tu l'as dit à juste titre, c'est que à l'époque, peut-être que tu étais juste coach, formateur, etc. Et en fait, tu n'étais pas vraiment entrepreneur, malgré que tu étais indépendant. Et c'est un métier qu'on ne nous apprend pas à l'école, le fait d'être entrepreneur. Oui, C'est des compétences qu'on ne nous apprend pas à l'école, effectivement. Donc, ok, je te remercie. Donc, je vais reposer ma question. À quel avec plaisir. moment tu t'es dit, je vais devenir indépendant plutôt alors? Dans ce cas-là. À quel moment tu t'es Ok. dit, je vais arrêter d'être salarié et que je vais Ça, devenir indépendant? ça remonte en 2010, ma dernière expérience de commercial. Ok, Donc, je travaillais pour une entreprise qui s'appelle EMC2, c'est un concurrent de Dell. Et ok, chaque mois, je détectais des millions d'euros de chiffre d'affaires, chaque mois. Et j'étais ok, payé moins de 2000 euros. Donc, j'avais mon ok, chômage, j'avais ma barbe, ils me laissaient tranquille. Mais je m'ennuyais en fait. Tu vois, je m'ennuyais. Et en fait, je me rappelle, j'avais un collègue, je demande à Allah de le guider. Et en fait, ben, je le coachais. Il m'a dit, hey, mais t'es un ok. bon coach, toi. Il m'a dit, tu devrais écrire un livre. Et n'oublie pas, hein, si tu écris un livre, de penser à moi. Et, euh, et du coup, en fait, comme je le coachais, j'aimais bien ça, tu vois. À un moment donné, en fait, je me suis posé une question de coach, enfin une question que certains coachs peuvent poser. Et après, j'ai eu un raisonnement de Moussim. En fait, la question, c'est, si tu te plais pas, pourquoi tu restes là? T'as vu, en fait, quand tu te poses une question comme ça, elle a l'air d'être simple, mais elle est puissante. Parce qu'en fait, Ouais, si tu te plais pas quelque part, et si tu te plais pas, pourquoi tu restes là, la réponse, elle peut être simplement que je m'en vais, en fait. Il n'y a pas d'autre réponse à cette question-là, tu vois. c'est vrai. Donc, du coup, et bien sûr, avant je m'en vais, il y a le risque qui vient dans ta tête. Ouais, qu'est-ce qui va se passer par rapport au risque? Et alors, là, il m'a renforcé. J'ai été convaincu que c'est Allah qui donne le risque. Et je me suis dit, mais en fait, Allah, il t'a garanti le risque. Pourquoi aller le chercher pour d'autres que toi? Dans une chose que t'aimes pas, fais ce que t'aimes. Donc, c'était la cause de départ. Bien sûr, tu sais, il y a un converti un jour, il m'a dit, c'était un converti, tu vois, et en fait, quand il s'est converti, il a eu que des épreuves au début. Ok. Alhamdoulilah, Rajoul, à chaque fois, il l'a renforcé, il l'a renforcé, il l'a renforcé, et il était content à la fin. Mais il m'a dit, mais tu sais que si Allah il m'avait montré toutes les épreuves que j'avais avant de me convertir, je me serais pas converti. C'est intéressant. Et Ouais. moi, si j'avais vu tout ce qu'il y avait comme méfaits dans l'entrepreneuriat sans voir les bienfaits, j'y serais pas allé. Par contre, Ok, si j'avais vu les bienfaits et j'avais pu comparer les bienfaits par rapport aux méfaits, j'y serais allé avant. ok. C'est super intéressant, super intéressant. Du coup, bah, ça me fait rebondir sur une question. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté
au début de ton parcours entrepreneurial. Qu'est-ce que pour toi, ça a été les choses les plus difficiles ou peut-être des épreuves qui te sont arrivées par rapport à ça? Alors, tu sais, bien entendu que tu sais, parce que tu es entrepreneur, les choses difficiles, c'est pas une, c'est des dizaines, et elles te tombent d'un coup, comme ça. Mais ce qui me vient en tête des choses, c'est ce paradoxe-là. Ça veut dire que les gens, ils cherchent à ne plus travailler pour un patron, à ne plus être salarié, pour être libre et indépendant, mais tu deviens esclave de tes défauts. Et ça, c'est le pire des esclavagistes, parce qu'en fait, tu vois, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils vont pas dans le business. Inconsciemment, ils sentent ça. Tu vois, donc par exemple, je me retrouvais, j'ai pas honte de le dire du tout, j'ai pas de honte à dire mes défauts. Je disais ce matin à un frère que je coachais, je préfère dire mes défauts d'ailleurs que mes qualités. La raison, c'est quoi? C'est que mes défauts, ou je préfère qu'on me dise mes défauts que mes qualités. La raison, c'est quoi? C'est que, un, avec mes défauts, je vais m'améliorer, et deux, si tu me dis mes défauts, ça va me pousser à être meilleur. Alors que si tu me dis mes qualités, ben, je vais pas m'améliorer, et je peux potentiellement aller en enfer si je tombe dans l'orgueil. Du coup, parmi les défauts, bah, tu vois, en fait, moi, j'avais pas appris à travailler tout seul. Donc, je perdais du temps, je tournais en rond. Tu sais, le truc là, tu vas sur Internet, tu regardes une vidéo de YouTube, tu regardes une vidéo de motivation, et tu fais rien de la semaine, mais rien de la semaine, à part regarder des vidéos. Et en fait, les mois, ils passent avec les faux espoirs. Mais combien de temps j'ai vécu ça? Je sais, je connais ça par cœur, tu vois. Donc ça, c'était une des difficultés. Bah, la difficulté, mais ça, c'est un grand bien pour le musulman. Bah, en fait, entre guillemets, t'as plus de sécurité. Parce que le piège du salariat pour le musulman, c'est que ça tue ton tawakkul. Ça touche directement ton tawakkul. À un moment donné, tu dis, ouais, t'es salarié, tu dois passer ta confiance en Allah. Mais le salaire, tous les mois, il tombe au même moment. Et t'as qu'une chose à faire, c'est tu pars à 8 heures et tu reviens à 18 heures. Et tu fais correctement ton travail pour pas être viré. Alors que quand on est entrepreneur, on le sait tous les deux, c'est pas une chose à faire, c'est des centaines de choses à faire. Déjà, tu dois faire attention à ta relation avec Allah. Tu sais que c'est Allah qui donne seul. Donc ça, c'est aussi une chose qui est difficile. Franchement, il y a tellement de difficultés, il y a des dizaines de qualités que en tout cas, tu te retrouves si l'entrepreneuriat, c'est un miroir qui est vraiment efficace. Il te montre tous tes défauts, il les lâche pas. Il te montre tous tes défauts un par un, que tu le veuilles ou pas. Tu peux être quelqu'un qui se cache derrière les défauts, il va te les montrer. Tu peux faire de la philosophie, il va te les montrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas juste regarder combien de personnes t'as aidé et qu'est-ce que t'as dans ton compte en banque. Tout le reste, en fait, si tu fais pas ça, t'es pas entrepreneur. Hein. Tu peux t'appeler comme tu veux. Tu sais, sur LinkedIn, là, tu sais que moi, je suis business coach aussi, une de mes fonctions. Ouais. Il y a des gens, Harry, je les connais, je les ai coachés personnellement. Ils sont sur LinkedIn, tu vois leur profil, tu te dis, c'est quoi, c'est Elon Musk ou quoi? Serial entrepreneur, multi-entrepreneur. Les gars, je les ai coachés, ils gagnent même pas 1500 €. Moi, je les ai coachés une ou deux fois. Je les ai pas coachés longtemps. Mais, non, mais quand ça m'est arrivé de les coacher, j'en connais plein, tu vois. Mais en fait, pourquoi tu donnes une image? Donc, ce que je veux dire, mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Donc, franchement, des difficultés, il y en a beaucoup. Justement, tu as dit quelque chose. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, continue. Non, parmi les difficultés que j'ai eues aussi, franchement, c'est une difficulté, tu vois, c'est de tenir sur tes valeurs. Ouais. Ça, c'était une difficulté. Il y a une difficulté que j'ai eue, c'est la jalousie, en fait, la jalousie des gens. Moi, franchement, tu vois, j'étais ce petit enfant gentil dont je te parlais, et franchement, alhamdoulilah, je peux dire, c'est une qualité qu'Allah m'a donnée. Bi'idhnillah, je suis pas quelqu'un de jaloux. Je suis pas quelqu'un qui met de haine aux gens. Je suis quelqu'un qui veut vraiment le bien pour les gens. Voilà, je suis pas quelqu'un. Alhamdoulilah, j'espère vraiment avoir cette qualité. Il y a toujours une part de doute, tu vois, mais j'ai ça. Et en fait, quand je voyais la mauvaise concurrence ou la jalousie, et même dans la communauté, je voyais ça, je disais mais c'est fou ça, c'est fou en fait. Comment les gens dans notre univers de business, c'est caché ou des fois c'est tabou, mais comment les gens, en fait, c'est simple, c'est les règles de Donia. Mais moi, je suis pas dans le Donia, dans le business, je suis pas dans le Donia, je suis dans l'Akhira. Mais dans le Donia, si toi tu réussis, alors moi j'échoue. Là, dans la vidéo, il faut que les gens ils me regardent moi si je suis dans le Donia, et pas toi. Et il faut qu'ils m'écoutent moi, et pas toi. Ça, si je suis dans le Donia. Et bi'idnillah, je ne suis pas dans le Donia, parce que mon risque, il est écrit. Donc pourquoi je serais dans le Donia? Et la Donia,
Elle te fait perdre, alors qu'en l'argent, il te fait gagner. Moi, ce que je veux, c'est que toi, tu réussisses. Pourquoi? Parce que tu es mon frère. Pourquoi? Parce que tu es une partie de moi. On est le même corps, comme le prophète l'a dit dans Hadith. Pourquoi? Parce que tu vas aider, tu vas impacter. Et pourquoi? Parce que tu vas aider la communauté. Et en fait, j'ai que des intérêts dans ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, à l'argent, avec cette intention, il va me redonner. Et en fait, si tu aides même des gens à être plus riches, ben, il y a une partie de ces gens, obligatoirement, qui vont revenir chez moi. Donc, que ce soit dunya ou l'akhira, j'ai tout intérêt à être focus dans le din. Et que ce soit, et la dunya pure, c'est laid. Parce qu'en vérité, chacun, il retourne chez lui, chez soi, quand il dort. Tu sais, on peut dire des beaux discours comme ça, mais chacun, il sait qui il est quand il se regarde dans la glace ou quand il a des contrats à faire. Maintenant, quand je dis ça, alhamdoulilah, qu'Allah il me change que en mieux, c'est des choses que j'ai prouvées dans ma vie. Plein de fois, j'ai eu des ventes, des gens qui me disent oui, tu sais, ils me disent oui, hein, pour 5 000 euros. Je lui dis, écoute, non, je te sens pas. On va refaire ça à la istikhara. Et j'ai des témoins sur ça, je l'ai fait plein de fois. Si je voulais te donner est-ce qu'en 2 secondes, je vais perdre 5 000 euros? Ouais, bien sûr. Tu vois? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins dessus. Moi, c'est quelque chose, j'ai jamais compris la jalousie. Mettons de côté la religion, purement dans la dunya. Si il y a quelque chose qui te plaît chez quelqu'un d'autre, bah, va travailler sur toi pour l'avoir. C'est pas en le jalousant que tu vas obtenir la chose. C'est illogique. Donc, c'est quelque chose que j'ai jamais compris aussi, la jalousie. Donc, je te rejoins là-dessus. Tu as évoqué juste avant un truc qui était super intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. C'est le passage à l'action. Toi, tu disais que tu pouvais passer des semaines à regarder des vidéos motivationnelles, etc. Et au final, tu faisais rien. Comment tu as fait pour être le Habib qui est actif, qui est proactif, si je peux dire, qui passe à l'action? Non. En fait, j'ai compris mon cerveau, j'ai compris le cerveau comment il fonctionne d'une manière générale, et j'ai compris comment je fonctionne, moi, d'une manière spécifique, et maintenant, je l'enseigne aux gens. En fait, moi, la recette, elle est simple. Elle tient à une phrase. Okay. C'est t'obliger à passer à l'action et faire que le retour, il est impossible. Tu vois, par exemple, imagine que tu n'aimes pas l'avion. D'accord. Tu achètes un billet d'avion. Jusqu'à là, c'est pas sûr, parce que tu peux tellement ne pas aimer l'avion que tu préfères perdre 500 euros. Ok. Ouais. Mais une fois que tu es dans l'avion, tu vas quand même pas aller voir l'hôtesse, les pilotes, parce que là, c'est de la prison. Tu vas pas aller voir les gens et dire hey, je descends, machin. À la rigueur, si tu as vraiment trop peur, tu prends un médicament, tu dors pendant tout le vol. Et bien en fait, c'est ça en fait. Je me mets dans des situations où je ne me donne pas le choix de reculer. Donc je vais t'en donner de ce que j'ai fait. Par exemple, en 2012, j'étais, je pense, le premier vraiment à faire des immersions en France. Donc j'ai commencé à faire des immersions. Mais je savais que j'avais ce risque de revenir en arrière. Ben qu'est-ce que je fais? Je loue le chalet. Si tu loues le chalet et que tu payes 2 000 ou 3 000 euros, est-ce que tu vas procrastiner? Est-ce que tu vas plus passer à l'action? Non, parce qu'en fait, la douleur de perdre les 3 000, 4 000 euros que tu loues, parce que moi, je loue des choses de qualité en général, tu vois, elle est beaucoup plus forte. Ah ouais. En fait, je crée de la douleur et de l'urgence. Tu vois, je me mets dans des situations où je crée de la douleur et de l'urgence. Donc là, en l'occurrence, ben, en fait, je peux pas, si j'ai réservé un chalet pour dans 2 mois, oui, c'est possible que je me réveille 3 semaines avant. Mais 3 semaines avant, ça va être suffisant et je vais pouvoir passer à l'action et avoir des clients. Et en tout cas, je vais passer à l'action. Okay, donc, une fois que j'avais trouvé cette recette-là, ben, c'est cette recette-là qu'il faut employer. Donc, parmi ces recettes-là, ce que je peux conseiller aux gens, bon, c'est dans le contexte de l'action, hein, parce que dans un autre contexte, ça marche pas. Ben, si vous savez que vous avez du mal à l'action, trouvez un bon associé. Associez-vous. Trouvez quelqu'un qui va vous demander des comptes. Parce que comme je t'ai dit, hein, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu parce que je suis business coach, je coach aussi des gens. On a beaucoup fait fantasmer aux gens sur les réseaux sociaux, là, ceux qui ont mis des Ferrari, là, ils ont une piscine, ils font rien du tout, ils mentent aux gens et leur disent vous allez gagner 50 000 euros sans rien faire. Malheureusement, c'est pas qu'un désir de liberté qui est rentré chez beaucoup de personnes, c'est aussi un espèce de fantasme qui est rentré chez les gens sans que les gens ils aient la réalité du prix à payer. Du prix à payer. Le business, c'est dur. Mais, alhamdoulilah, on a l'argent avec nous et vaut mieux quand même le faire. On dit pas ça pour décourager les gens, on veut encourager les gens. Mais il faut être au clair sur le chemin qu'il y a à faire. Donc du coup, toute chose qui peut... Donc en tout cas, pour répondre à ta question, ben, j'ai appris à me mettre dans des situations où il n'y a pas le choix, tu vois. Ok, graphique, c'est intéressant. Il y a aussi la notion d'engagement public qui peut être faite. Par exemple, sur les réseaux, tu vas t'engager publiquement à faire ceci, à faire cela. Donc, ça peut aussi être intéressant. Mais c'est bien. Je suis un peu partisan de ce que tu as dit, donc je me. Après, ce qui est important dans cette méthode, c'est que c'est se pousser à agir
d'une manière spécifique qui nous convient. Parce que tu vois ce qu'ils disent des fois sur les réseaux sociaux, des fois, si tu fais que ça va être un truc de bisounours. C'est impossible en faisant une chose alors que tu as des centaines de blocages, tu fais juste ça va marcher. Parce que là, en fait, tu traites le symptôme, tu vas pas traiter tu vas pas traiter le problème. Ça peut marcher pour quelques personnes, mais si c'est ça tout seul, en fait, ça risque de faire pire. Parce qu'en fait, la personne après, elle va pas passer à l'action. Et en plus, non seulement elle va pas passer à l'action, en plus, elle s'est affichée. Donc, en fait, vraiment, juste j'insiste sur le mot spécifique. C'est-à-dire que la personne, elle a trouvé sa recette à elle pour être sûre de passer à l'action. Ok, Barakallahu fik, Habib. Donc du coup, toi, l'entrepreneuriat, tu as choisi de te spécialiser dans la vente. Donc tu es expert en vente, ça fait 30 ans que tu fais ça, si ce n'est plus. Pourquoi être resté sur la vente? Pourquoi, vu que tu t'es formé dans diverses choses et variées, pourquoi t'es resté sur la vente? Non, c'est une bonne question. Déjà, j'ai mis du temps à réfléchir, à méditer. J'ai fait des erreurs et j'ai fait des allers-retours et j'ai fait des essais. Donc j'étais formateur en profil psychologique, j'étais coach en objectif pour aider les gens à atteindre leur objectif, j'ai été coach et formateur pour aider les gens à se marier, et j'ai été coach et formateur aussi en addiction. Le point commun de tout ça, même si ça semble séparé, c'est que c'est l'être humain qui est au centre. Du coup, je suis aussi business coach pour les entrepreneurs. Mais maintenant, pourquoi la vente? Pourquoi je me spécialise que sur la vente? Parce qu'en fait, alors pour être tout à fait honnête, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que dans ce que j'appelle le chemin de l'argent, donc le chemin de l'argent, c'est une chose que j'enseigne aux entrepreneurs, c'est comment faire de l'argent. D'accord? Donc par exemple, il y a des règles dans le chemin de l'argent. Ce que j'appelle moi, fiqh el-mel, la compréhension de l'argent. Parmi les règles que tu dois avoir pour des gens comme nous, pas pour les débutants. Les gens comme nous, quand on est avancé, on doit avoir un chemin de l'argent. Quand on veut aller chercher de l'argent, on doit trouver un chemin qui est court. Parce que nous, on est avancé. Un débutant, il ne faut pas qu'il cherche un chemin court parce qu'il va sauter les étapes. Parmi les règles, c'est qu'il faut qu'on trouve un chemin d'argent qui est prévisible. C'est-à-dire, tu vas à un marché où tu sais que, par exemple, il y a de la douleur. Donc, en tout cas, il y a plein de règles de l'argent. Et forcément, quand tu regardes mon profil, je peux coacher les gens sur l'addiction, je peux coacher les gens dans le mariage, je peux être business coach, mais je peux coacher les gens en vente. Et la vente, c'est ce qui respecte le mieux le chemin de l'argent. Tout le monde, même ceux qui n'aiment pas la vente, ils comprennent que si tu sais vraiment vendre, tu fais de l'argent. Donc ça, c'est une des raisons. Ensuite, j'aime la vente. Ensuite, la vente, c'est... en fait, tu vois, en France, il y a une mauvaise image sur la vente, mais, subhanallah, je sais que tu sais sûrement ça. Il y a combien de hadiths que beaucoup de musulmans ne connaissent pas, qui disent que si le commerçant honnête, il sera avec les prophètes, il sera avec les martyrs. C'est pas des petites places. Donc, Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de vente, subhanallah, quand il a parlé dans Surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Wa ahallallahu al-bi'a wa harrama riba. Allah Azza wa Jal, ici, le maître de l'univers, il a dit, Allah a rendu licite la vente. Il n'a pas dit tijara. Regarde le fiqh qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que sans vente, il n'y a pas d'argent. Tu peux avoir une tijara. Tu vois, il y a combien de frères et sœurs eux, ils appellent ça une tijara. C'est un type de persona, ceux qui appellent ça tijara. En général, c'est les débutants. Quand tu as avancé, tu appelles ça un business. D'ailleurs, je dis pas aux gens, je vous aide pour votre tijara. Sinon, je vais attirer un type de persona. Non, je vous aide pour votre business. Donc, tu vois, l'argent, il n'a pas dit, wa halallah et tijara. Wa harrama riba. Tijara, c'est un commerce. Mais peut-être tu n'auras pas de clients. Tu fais une sandwicherie, peut-être que les gens viennent même pas, parce que c'est pas bien présenté, parce que c'est sale, parce que ça sent pas bon. Mais si tu vends, c'est que tu as un commerce. Tu peux pas vendre sans commerce. Donc Allah Azza wa Jal, comme à l'habitude des Arabes, il a défini dans tout ce qui est de l'argent, la chose principale, à savoir la vente. Donc ça, c'est aussi une des raisons. Et la vente, c'est l'argent, et la vente, c'est l'économie. Ensuite, pour être aussi honnête, comme ça fait 30 ans que je vends, c'est plus facile pour moi de me positionner sur la vente et de pas avoir de concurrents sur ce domaine-là. Parce que, en fait, bon, si je te prends toi, par exemple, moi, je sais que tu peux former les gens à la vente. Là, je sais pas exactement à quel niveau. Mais toi, tu auras ton marché et moi, j'aurai mon marché. Mais par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit, OK,
ben pourquoi tu iras pas chez un tel? Je lui dis, ouais, mais tu sais, la vente, c'est une compétence, et t'enlèves des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs. Et je peux dire à la personne, écoute, si tu as deux bons chirurgiens, les deux ils sont bons, pas de problème. Les deux ils sont éthiques, pas de problème. Mais il y en a un, ça fait 5 ans qu'il opère les gens, et l'autre, ça fait 40 ans pour la même maladie. Tu vas aller vers lequel? Bon, tu vois, la vente, elle est faite. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai voulu me placer sur la vente, et plus tard, Inch'Allah, je me replacerai sur les autres domaines. J'expliquerai ce que je fais en tant que business coach, j'expliquerai ce que je fais quand je coach les gens, mais pas maintenant. Parce qu'au début, il faut faire une chose quand tu n'es pas connu. Ok, Barakafik pour la réponse. Ouais, effectivement, je suis d'accord. La vente, c'est vraiment la compétence numéro un pour faire de l'argent. De toute façon, c'est le pont nécessaire pour récupérer l'argent. Et la vente, d'ailleurs, il y en a dans toutes les formes de ta vie. Je pense que tu pourras nous en parler un peu plus. Par exemple, quand tu parles avec ton épouse, tu fais la négociation, en vérité, c'est une vente que tu lui fais. Le mariage, quand tu t'es marié, tu as fait une vente, c'est-à-dire que ton épouse elle s'est vendue, toi, tu t'es vendu. Dans tous les aspects de la vie, les enfants, quand tu les éduques, il y a une forme de vente dans cela. Quand tu es accro à, par exemple, la cigarette ou des choses comme ça, et ben, peut-être que c'est ton inconscient qui t'a vendu le fait que fumer une cigarette, c'est mieux dans l'instant T que arrêter de fumer, etc., etc. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur la vente et sur tous les aspects de la vie tu peux retrouver la vente? Non, je pense. Le problème du mot vente maintenant, c'est qu'il est connoté de manière négative. C'est ça son problème. Ouais. Et donc, quand on le change par un mot, tu vois, si tu dis aux gens, est-ce que vous voulez apprendre à vendre? En général, il va y avoir deux groupes. Il y a des gens qui vont dire oui, soit parce qu'ils aiment la vente, ou soit par nécessité parce qu'ils ont compris. Mais il y a des gens qui vont dire non, et souvent il y a des gens qui disent non, tu sais, ils disent non, j'aime pas, moi j'aime pas manipuler, j'aime pas forcer. Donc ce mot-là, il est chargé de quelques notions négatives, surtout en France. Et moi, le mot, par contre, si tu demandes à tout le monde, est-ce que vous imaginez que vous ayez la science pour persuader n'importe qui? Et j'ai pas dit convaincre, j'ai dit persuader. 100% des gens vont te dire oui. La différence entre convaincre et persuader, convaincre, tu convaincs quelqu'un, c'est un bras de fer. Ok, tu sais, la personne dit, ok, c'est bon, il m'a convaincu, oui, mais. C'est pas bien comment il m'a parlé. Pourquoi il y a le oui, mais là? Parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a un bras de fer et tout ça. Alors que quand une personne a dit, ça n'existe pas dans les phrases dire, il m'a persuadé, oui, mais. En général, c'est pas ça. En général, c'est il m'a persuadé, mais je voyais pas les choses comme ça. Tu vois, on remet pas les choses sur l'autre. Donc, ici, c'est la persuasion, la science de la persuasion. Tu vois, Allah Azza wa Jal, quand il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu étais dur, il se serait enfui de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète? Oui. Il a la vérité avec lui? Oui. Il parle de la chose la plus importante, à savoir l'éternité au paradis ou en enfer? Oui. Est-ce que ça leur aurait suffi de dire aux gens, Ya Yohannes, inni nabi, fattabi'uni, wa illa, fa'antum min ahli nar. Il vient et dit aux gens, écoutez, je suis un prophète, suivez-moi, sinon vous êtes en enfer. Est-ce qu'il aurait menti s'il a dit ça? Il n'aurait pas menti. Est-ce que ça aurait marché? Ça aurait pas marché. C'est la meilleure des créatures. On parle de la meilleure des créatures. Tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le comprend avec notre ignorance et notre faible foi. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on peut comprendre. Comme Allah Azza wa Jal, il est beaucoup plus grand que ce qu'on peut comprendre. T'imagines la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le meilleur des sujets, il aurait pas pu convaincre les gens en disant ça. Alors toi et moi, les pauvres que nous sommes, tu crois qu'on va convaincre des gens à venir dépenser l'une des choses qu'ils ont le plus cher, à savoir leur argent, si on ne s'est pas persuadé? Donc, comme tu l'as dit, c'est ce qui est partout. Et surtout, tu vois, tout à l'heure, quand tu m'as dit, ouais, mais comment tu fais, finalement, pour passer à l'action? Finalement, la réponse que je t'ai dit, finalement, c'est que je passe de j'arrive pas à me persuader à j'arrive à me persuader. Parce que la première personne à qui il faut savoir vendre ou persuader, si tu veux qu'on change de mot, c'est nous-mêmes. Pourquoi les gens ne font pas les choses? Par exemple, toi, tu as des élèves qui passent, qui sont salariés. Est-ce que tes élèves, ils veulent pas être libres, religieusement, financièrement, au niveau géographique? Ils veulent tout ça. Ils te disent pas non. Ils te disent pas, je veux pas. Des fois, ils te disent, j'ai peur, je sais pas comment faire. La première chose qu'ils doivent faire, c'est le ménage dans leur tête. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est ce ménage dans leur tête. En fait, tu les persuades que c'est bon et que tu vas les aider et ils croient en ta persuasion et travaillent avec toi. Ouais, clairement. Donc, moi, ce que je dis aux gens, je dis tout le temps la même chose qui est simple. Trouve-moi une relation financière, un échange financier, et enlève-moi la persuasion ou la vente. Trouve-moi. Vas-y, trouve-moi. Trouve-moi une relation comme ça.
Même un salarié, il s'est vendu. Le salarié, quand le patron il dit OK, je te prends. Est-ce que le patron il l'a pris s'il pensait pas gagner? Est-ce qu'il l'a pris s'il pensait que c'était un voleur? Non. Le patron, quand il le prend, au moment où il le prend, il est persuadé qu'il a plus d'intérêt à le payer qu'il va pas le payer, ou au moins au même niveau. S'il était persuadé qu'en fait il perd et qu'il va lui causer que des problèmes, eh ben il ne prendrait pas. Donc tout est persuasion. Et tout le temps. Non seulement tout, et tout le temps. Tu vois, par exemple, quand tu es là, tu es réveillé une demi-heure avant Sobh, tu es réveillé mais tu es fatigué. Et que là, dans ta tête, tu dis, ah ouais, c'est le dernier tiers de la nuit, Allah Azzawajal, Allah Azzawajal, le Seigneur, le Très-Haut, il descend, il dit, qui me demande? Je lui donne. Et qui me demande pardon, je lui pardonne. Ok, la cause, bi'idnillah, je parle de cause, c'est Allah qui donne. Mais la cause qui va faire que tu vas te lever, c'est que tu t'es bien vendu la chose. Si tu te vends mal la chose, et que tu dis, ouais, maintenant encore 5 minutes, ouais, mais non, ou que Shaitan arrive à te vendre, parce que t'as toi, ton nœud et Shaitan, et ben tu restes et tu dors. Tout est persuasion. Tout est persuasion. C'est vrai, hein, subhanallah. C'est la persuasion subtile des fois, mais tout est persuasion. Je t'ai observé faire des appels de vente parce que je crois que tu es un des seuls experts dans la vente qui fait des ventes en direct devant ses élèves, qui prend ce risque-là. Et ça, c'est louable. Et en fait, quand je t'ai observé faire des ventes, j'ai reconnu certains traits où, où tu sais que la vente, ça y est, elle est faite. Comment t'expliquer plus en détail? Des fois, tu sais, quand tu es expert dans quelque chose ou vraiment quelque chose que tu maîtrises, et bah, tu sais qu'à un moment donné, même si la chose n'est pas encore accomplie, tu sais que ça va se faire. Parce qu'il y a tout le chemin qui se déroule. Et en fait, quand je t'ai vu faire des ventes, j'ai senti ça chez toi. Parce que moi, j'ai déjà expérimenté, pas forcément dans la vente, peut-être dans d'autres domaines. Et j'ai senti ça chez toi. Je dis, ah, ça y est, là, il sait. Il l'a pas dit aux gens, mais il sait que ça y est, la vente, elle va être faite. Et je le ressens, c'est du non-verbal un petit peu, si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu vas me donner tort? Alors, Mabelek, qu'Allah te rajoute pour ton intelligence émotionnelle, parce que pour voir ça, il faut avoir une intelligence émotionnelle. On est d'accord qu'on n'en a jamais parlé, ça? Non, on n'en a jamais parlé. Et d'ailleurs, ouais, je te l'avais jamais dit parce que je sais pas. Je l'avais juste observé, je m'étais tué là-dessus. Mais là, j'en profite pour. Donc, c'est une bonne observation. C'est alors Mabelek de ton émotionnel, en fait, de ta capacité à ressentir les émotions. Et en fait, oui, c'est parce qu'en fait, mon ultra compétence, comme je te l'avais dit la dernière fois, c'est de créer des systèmes scientifiques qui permettent d'atteindre des objectifs ou de régler des problèmes. Et j'ai créé le système scientifique de la vente. Okay. Donc c'est une méthode en 6 étapes. Enfin, ça c'est le résumé. Donc tu as 6 étapes pour passer du début d'une vente à ce que j'ai appelé le point de non-retour. Avant le point de non-retour, la 5e étape, c'est le point d'achat. Donc en fait, j'ai créé une méthode scientifique pour faire passer les gens du début jusqu'au point de non-retour. C'est quoi la différence entre le point d'achat et le point de non-retour? En fait, là, c'est une histoire que je dois te raconter. Comment j'ai rajouté, parce qu'avant, il n'y avait que le point d'achat. Comment j'ai rajouté le point de non-retour? C'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, puis après, il m'a dit non. Et je me suis dit, ah ouais, mais le point d'achat, c'est pas suffisant. Faut créer autre chose. Et donc, j'ai créé le point de non-retour. Le point de non-retour, c'est la personne, elle sera déçue si tu lui dis, bah finalement, c'est pas possible, je peux pas te prendre. Donc, c'est un niveau au-dessus de l'achat. Tu sais, les vendeurs débutants, quand ils vendent, ils raccrochent vite et ils sont en train de remercier le client d'avoir acheté chez eux. Ce qui est un gros problème, tu vois. Parce que normalement, si tu es éthique et que tu es bon en vente, c'est le client qui doit te remercier d'avoir acheté chez toi. Parce que le client, il fait une affaire en achetant chez toi. Toi, tu te fais payer, c'est normal que tu te fasses payer. Mais lui, il gagne. En fait, c'est ce que tu vends. En fait, lui, il gagne beaucoup plus de temps, d'énergie et d'argent. Donc, en fait, si tu veux, dans tout ce process-là, il y a des étapes. Il y a des indicateurs, exactement comme un GPS, exactement comme si tu fais Paris-Marseille. Tu sais combien de kilomètres il te reste, tu sais où t'en es, et donc tu as des indicateurs. Par exemple, tu sais, un des indicateurs clés, c'est quand la personne elle commence à se dire ouais, mais ce programme, ok, je comprends, c'est intéressant, ça a marché pour les autres, mais par exemple, est-ce que dans mon cas, vous pensez que ça marchera? En fait, là, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Si on transforme ça en langage de vente. Je crois à ton programme, je suis intéressé, mais je suis pas sûr que ça marche pour moi, parce que moi, mon cas, il est spécifique. Donc là, il te donne une objection. Tu vois? Ça veut dire que s'il te pose ça, il va pas arriver au téléphone et te dire ça directement, sauf s'il a été éduqué par le marketing. Donc ça, c'est un type de
de signes. Mais après, il y a des signes qui sont plus. Par exemple, la personne, elle commence à te demander les signaux d'achat, tu vois. La personne, elle te demande, ok, mais c'est quand l'information? Et tu l'as vu parce qu'en fait, donc si tu te rappelles bien dans la vente, à un moment donné, je dis quoi aux gens? Je dis aux gens, ok, qu'est-ce qui vous manque pour avancer? Et en fait, tu vois, la question, elle est simple et puissante et elle est très précise. Tu vois, je leur ai pas dit qu'est-ce qui vous manque pour acheter, surtout pas, d'accord? Je leur demande qu'est-ce qui vous manque pour avancer. Et quand je pose cette question, je la pose à un moment donné, en général, où la personne a toutes les réponses. Il manque qu'une chose, c'est combien ça coûte. Donc forcément, quand les gens, eux, ils me disent, voilà, en fait, je veux savoir combien ça coûte. Ça veut dire quoi en langage de vente? Quand on transforme ça dans la psychologie de la vente, ça veut dire, je suis convaincu sur tout, ou je suis persuadé sur tout. Maintenant, mon passage à l'action va dépendre du prix pour voir si je prends les risques, si j'ai l'argent. Donc maintenant, on va rentrer dans une négociation. Et quand tu rentres dans une négociation, c'est facile de négocier quand tu sais le faire. C'est plus de la vente, c'est de la négociation. Donc c'est un type de vente. Mais toute l'idée, c'est de passer de la vente, où dans la vente, les gens, il n'y a pas d'intérêt. Alors que la négociation, c'est un intérêt à deux. Tu vois, quand un couple, ils sont là et ils voulaient divorcer et finalement ils restent ensemble et ils se parlent. Ils disent ok, on a plus de problèmes à se séparer qu'à rester. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand deux associés, ils voulaient se séparer, mais ça va être plus grave de se séparer. Ils vont trouver un terrain d'entente. Quand tu es dans un terrain d'entente, la négociation c'est à deux. Donc chacun a le droit de dire des choses. Et donc, sauf que si c'est toi l'expert en vente, la négociation, tu sais qu'elle est déjà gagnée. Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. C'est super intéressant, je te remercie pour ta réponse, graphique. Avec plaisir. Et ok, j'avais une question, mais elle m'a échappé tellement ta réponse, machallah, elle était intéressante. Ça me reviendra après, c'est pas grave. Je voudrais savoir, c'est quoi la journée type de Habib, quand il se lève le matin, etc. Si tu pourrais nous partager. Pourquoi je te dis ça? Parce que, comment dire, tu sais que la meilleure façon d'apprendre la religion, c'est avec un cheikh. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir voir et copier ce qu'il fait, parce que lui, il a déjà fait le chemin, il a déjà eu les résultats que toi, tu veux. Donc j'aime bien poser cette question-là pour voir, et ça peut servir aux gens et même à moi-même en premier. Donc quelle est la journée type de Habib? Alors ma journée type, ou moi je vais plutôt l'appeler la journée idéale, d'accord? Okay. Donc bien sûr, elle commence par du religieux, sans lequel il n'y a pas de réussite, d'accord? Donc typiquement, pour donner un exemple vraiment très clair, si je fais pas fajr à la mosquée, ne me demande pas d'être productif. C'est pas que je pourrais pas l'être, mais ce sera beaucoup plus difficile. Tu vois, il nous suffit, comme hadith authentique, Allah est avec, le prophète m'a dit, Allah est avec celui qui prie en jama'a fajr. Ça te suffit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu pries pas, il est pas avec toi. Ça suffit comme truc. Donc, ok. Donc, voilà. Donc, je commence à m'occuper de mon akhira, de mon cœur et de mon âme. Ok. Ensuite, je m'occupe de moi. Parce que je pourrais pas m'occuper des autres. Tu sais, les gens, quand je les coach, ils me ramènent tous leurs problèmes de leur vie. Le premier problème qu'ils ramènent, c'est financier. Comment je vais gagner de l'argent? Comment je peux être bon si je peux pas m'aider? Donc, je m'occupe de moi. Donc, pour m'occuper de moi, en fait, moi, je travaille sur les 3 C dans ma méthode de coaching. Okay. Les 3 C. Le cœur, le cerveau et le corps. Donc, le cerveau, la meilleure des choses, c'est d'écouter un truc sur le business, d'accord? Okay. Ou de lire un livre. Et le corps, moi, j'ai une salle juste en haut de chez moi. J'ai une piscine et j'ai une salle juste en haut de chez moi. Donc, de manière efficiente, je fais 10 minutes de vélo. Ok. Les 10 minutes, c'est pour me mettre en énergie. Dans le cerveau, il y a de la dopamine. En fait, il y a des gens qui disent, et ça, je suis tombé dans le piège beaucoup de fois avant, il y a des gens qui disent, ouais, j'ai pas d'énergie. En fait, c'est pas, t'as pas d'énergie. C'est que, en fait, tu n'agis pas, donc tu n'as pas d'énergie. Parce qu'Allah, il a fait des règles qui sont puissantes, ce qui ne s'use pas, s'use. En fait, si Allah te donne un truc, tu vois, si tu t'en sers pas, c'est terminé. Tu vois, donc il te donne du temps, soit tu fais dans le bien, soit dans le mal. Et en fait, la dopamine, c'est ce qui permet, c'est ce qui est sécrété dans le cerveau, et pour faire vraiment simple, et de toute manière, c'est pas mon expertise, c'est ce qui permet c'est la dopamine qui permet de passer à l'action. Donc quand on n'arrive pas à passer à l'action, c'est parce qu'on n'a pas de dopamine. Sauf que ce qu'on fait
régulièrement comme piège, c'est je suis fatigué, donc je vais dormir. Sauf si tu es vraiment fatigué, bon ça c'est une exception, mais quand tu es fatigué le matin, c'est pas en fait, sauf si tu as dormi que 2 heures, mais si tu as fait une nuit normale de 7 heures, 8 heures, en fait, là, tu es fatigué parce qu'il n'y a pas de dopamine. Donc, même si les gens qui n'ont pas de vélo, même si vous faites 2 minutes, vous faites des pompes et vous sautez, 1 minute de pompe et vous sautez et vous le faites vite, vous avez l'énergie tout de suite. Ok, donc là, regarde, tout ça, ça m'a pris peu de temps. Tout ça, ça prend, comme je t'ai dit, tu vas prier au Fajr, d'accord? Ta prière de Fajr, ça te prend 20 minutes. Tu lis 20 minutes et tu fais 20 minutes. Ça te prend 1 heure. C'est la meilleure heure investie. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Habib, il est prêt, il est pas grincheux, il a de l'énergie spirituelle avec sa foi, il a de l'énergie dans sa tête, il a de l'énergie dans son cœur, et je peux prendre les problèmes des autres. Comment je peux prendre les problèmes des autres si j'arrive pas à régler mes propres problèmes? Donc, ça, c'est une journée. Après, moi, j'aime bien coacher sur la vente, ou coacher quelqu'un, ça me met en énergie. Quand on fait un podcast comme ça me met aussi en énergie. Et sinon, pour le business, sauf quand j'ai plusieurs projets, j'essaye de travailler 6 heures maximum dans la journée, Okay. ou 4 heures. Et le soir, je vais terminer la journée quand Allah me permet. Donc j'essaie d'aller au Isha et je termine par du religieux. Voilà, donc j'essaie de vraiment avoir quelque chose d'équilibré. Mais ça m'a pris énormément d'années à arriver à faire ça. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai pas encore équilibré à 100%, bientôt, Inch'Allah, tous les domaines de vie. Ça arrivera, Inch'Allah, ça arrivera. Est-ce que tu séquences tes périodes de travail? Ça veut dire des fois, est-ce que tu vas travailler sur une demi-heure sur tel sujet, une demi-heure sur un autre? Ou alors non, tu laisses un petit peu libre, c'est toi qui sens un petit peu comment tu travailles? Alors, j'ai deux... Comme je t'ai dit, on doit équilibrer. Donc on peut dire que j'ai 2 phases de travail. La manière où j'arrive à être vraiment efficient et focus, et la manière qui est moins focus et moins organisée. Donc il y a les deux, en sachant qu'on peut pas. Il faut que les gens regardent à quel niveau ils sont, parce que quand tu veux sauter trop haut, c'est comme, tu vois, ça me rappelle un shir. En fait. Les élèves, ils venaient chez lui, tu sais, pour apprendre le Coran. Et lui disaient, ouais, je veux apprendre le Coran. Je sais plus, il disait des temps, mais très courts. Genre 6 mois, 1 an. Et tu vois, il leur disait une chose qui est terriblement sage, tu vois. Il leur disait, ça fait des années que vous apprenez pas le Coran, maintenant vous voulez aller vite. En fait, je voulais leur dire, allez à votre rythme, tu vois. Donc, en tout cas, si c'est en mode efficient, je me concentre sur ce qui est le plus important, c'est la vente. Donc, je me concentre pour que mes actions, elles ramènent de la vente. Donc, de la vente de manière éthique, d'accord? Donc, ça peut être une page de vente, ça peut être parler à un client directement. Donc, c'est des actions prioritaires. Après, sinon, la deuxième catégorie, c'est les actions qui sont périphériques à ces actions-là, comme ce qu'on est en train de faire là. Là. Et puis après, sinon après, je suis comme tout le monde, hein, je peux perdre du temps, je peux aller regarder des vidéos, le piège d'internet sur les vidéos de motivation, tout ça, c'est un piège aussi qui est là, même si je l'ai beaucoup réduit. Comme je t'ai dit, le juste milieu de, ok, quand est-ce que ton repos, c'est de l'efficience, tu vois? Ça, j'arrive à le faire, mais j'arrive pas à le faire constamment. Parce qu'il y a un piège, c'est que si tu veux trop être efficient et que tu travailles trop, tu vas te fatiguer. Et tu peux rester 2 jours, 3 jours, 1 semaine, après, tu es plus productif. Donc, tu as trop forcé, comme quelqu'un qui va à la musculation, il a l'habitude de porter 80 kilos, là, il se dit, ok, je porte 120. Ok, mais c'était pas bon parce que maintenant, tu t'es cassé le bras. Tu vois, donc ce juste milieu, de toute manière, le juste milieu, c'est la chose la plus difficile au monde. Ce juste milieu, je suis en route toujours pour continuer. Et c'est tout un puzzle que tu dois monter. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, si la religion, elle est pas là, en tout cas, c'est dans mon cas, et je suis convaincu en tant que musulman que c'est la même chose pour tout le monde. Puisque la question, c'est baraka ou pas baraka, tout simplement. Et baraka, ça veut dire qu'Allah, il est avec toi, sinon Allah, il est pas avec toi. Si Allah, il est pas avec toi, tu peux rien faire. Nous, on peut rien faire en tant que musulman. Donc, tout ça, c'est une recherche, un équilibre. Mais alhamdoulilah, en mettant beaucoup d'années, j'ai déjà vécu ma vie idéale sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines et tout ça.
c'est pas quelque chose que j'ai encore réussi, mais que je vise à stabiliser complètement. Parce que quand je te parle complètement, tu as dû remarquer que quand je t'ai parlé, ceux qui sont très valeur famille vont dire, mais elle est où la famille? Ben moi, ma famille, c'est le point faible. Quand je te dis c'est le point faible, c'est pas la chose naturelle dans laquelle moi je suis fort. Tu vois? Donc ça, c'est un axe d'amélioration dans lequel je dois mettre beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Ok. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, je suis pareil. La famille, c'est mon point faible aussi et j'essaye vraiment de m'améliorer de ce côté-là. Je rebondis En sur un fait, truc. Vas-y. quand je t'entends dire ça, je dis voilà, c'est un client. Moi, je dis tout de suite, je me mets à la place d'un client qui veut travailler avec toi. Il y va tout de suite. Moi, ce que j'ai compris du business, quelqu'un me dit ça, j'y vais tout de suite. Pourquoi? Parce que sa valeur entrepreneur, elle est tellement haute qu'il délaisse Ouais. quand même la famille alors que c'est important, tu vois. C'est C'est un comme il y a des gens, problème. des C'est fois, un tu vois, problème. avec la marque Les Experts Impactants, des fois, j'ai des experts en ligne et ils me disent, oui, mais moi, je veux travailler 2 heures et puis la famille, c'est très, très important. Et je vois à quel niveau ils sont en débutant. Et je leur dis, ouais, mais en fait, c'est bien que la famille soit importante, mais est-ce que tu te rends compte dans qu'est-ce qu'il faut sacrifier dans le business? Donc, j'ai aimé quand tu me dis ça, je dis, ah oui, la cohérence. C'est ça. Je rebondis sur un truc. Est-ce que t'enregistres encore tes appels de vente et tu les réécoutes? En Pas fait, par rapport. pour être tout à fait honnête, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai été négligent d'écouter les appels, alors que c'est la chose la plus qui donne envie c'est la chose qui permet le plus de progresser. Mais j'ai écouté vite fait la dernière fois, mais sinon non, ça c'est un point d'amélioration que je dois absolument faire. Euh, Cela dit, comme je t'ai dit que j'ai processisé la vente de manière scientifique comme un framework, comme des templates, quand je rate la vente, dans 90% des cas, je sais où j'ai raté, comment j'ai raté et pourquoi. Et quand je sais pas, je demande le feedback. Jusqu'à maintenant, je demande. Parce que le feedback de savoir pourquoi tu rates une vente, c'est plus important que ce que tu allais gagner comme argent de la vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu te corriges, ben, tu vas plus faire la même erreur ou en tout cas, tu as la possibilité de plus la faire. Alors que si tu te corriges pas, ben, tu vas pas la faire. Donc ça, non, mais par contre, ça, c'est un point d'amélioration. Mais je te remercie parce que je vais essayer de le faire du coup. Je te donnerai des nouvelles, Inch'Allah, là-dessus. C'était marrant Tu m'as encouragé à le faire, Inch'Allah. Ah, c'était marrant parce que tu sais, quand tu m'avais fait la vente par rapport à l'immersion, je t'avais dit, ok, je vais faire le virement, je le ferai plus tard. Et en fait, je l'avais pas fait parce que j'étais très occupé. Et toi, tu étais revenu me voir et tu m'as dit, je te plaît, explique-moi, en fait, tu voulais comprendre qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas acheté en gros. J'ai dit, non, mais je vais acheter, Habib, c'est juste que je suis occupé. J'ai pas eu le temps de faire le virement, tu vois. Mais je comprends que tu aurais pu te dire, parce que c'est vrai que dans 90% des cas, les gens, quand ils repoussent le fait de faire un virement pour s'engager pour l'immersion, ben c'est qu'en fait, peut-être qu'ils vont pas acheter. C'est vrai. Mais c'était pas mon cas. C'était vraiment pas Oui, mon c'est cas, vrai, mais c'est vrai. peut-être que j'étais l'exception qui confirme la règle. Écoute, ça fait plus d'une heure qu'on parle. Déjà, barakallahu fik pour toute la valeur apportée. Franchement, c'était Bah, une toi, super toi. interview. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu as t'as un produit en ce moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes objectifs 2025? Si tu peux nous en dire un peu plus. Ouais, Inch'Allah. Euh, du coup, moi là, j'ai deux accompagnements. Un accompagnement pour les experts avec la marque Les Experts Impactants. Donc, typiquement, les experts, par exemple, quelqu'un qui est naturopathe, quelqu'un qui est thérapeute, quelqu'un qui sait qu'il a une vraie expertise. Et donc, ceux-là, je les accompagne avec une méthode scientifique pour eux qui leur permettra d'avoir de la visibilité, de la notoriété et les bons clients qu'ils méritent, Inch'Allah. Et toute la méthode, elle est basée sur le fait que leurs clients, ils ont plus besoin de leurs compétences que eux de l'argent des clients. Mais comme ils savent pas, en général, ils n'ont pas travaillé sur leur client idéal, ils savent pas vendre ou ils aiment pas vendre, donc ils n'y arrivent pas. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est vendeur d'élite et éthique, formation de vente, que je fais. Il y a un des modèles que je fais en immersion à Mecca, mais en tout cas formé à la vente. Mais là aussi, c'est pas forcément les débutants, parce que je suis pas bon avec les débutants. Je suis pas bon avec les débutants parce qu'en fait, j'arrive pas à patienter. Ok. Donc, et puis, je suis pas bon avec les débutants parce qu'en fait, si tu veux, moi, on a parlé tout à l'heure des défis. En fait, en gros, si je coach quelqu'un qui a un truc où genre il est passé avec 99 coachs, ils ont pas réussi. En fait, là, ça va me motiver, tu vois. Et donc, ce qui fait que je suis meilleur avec les gens avancés. Donc, pour la vente, en tout cas, je dis ça on a un e-learning de vente qui est bien. Pour les gens qui sont débutants ou pour les gens qui n'ont pas les moyens. Maintenant, l'e-learning, il faut
faut avoir un petit peu d'indépendance, d'accord? Il faut savoir travailler seul. Donc, de toute manière, vous avez un prix à payer pour tout. Donc, soit vous savez que vous n'êtes pas, vous pouvez pas travailler seul. Dans ce cas-là, vous venez en accompagnement et c'est pas l'e-learning. Et donc, c'est des investissements plus importants, mais qui sont obligatoires et rentables, Inch'Allah. Ou soit, si vous savez que vous savez travailler seul, vous prenez le learning. Ou alors, si vous n'avez pas l'argent, vous vous forcez à travailler. Ou alors, vous le prenez, vous prenez à plusieurs et puis vous travaillez ensemble. Mais en tout cas, c'est ça. Et mes objectifs pour 2025, ça va être de stabiliser les équipes impactants, Inch'Allah, de faire connaître la marque. Et puis, de me faire connaître comme mentor dans la vente auprès de la communauté. Et tu as participé à ça, je te remercie. Parce que je pense que cette vidéo, alhamdoulilah, je pourrais la donner, elle servira de base pour quelqu'un qui veut me connaître. Je pense que c'est une bonne chose. Donc en gros, voilà, c'est mes objectifs. Et enfin, on va arrêter ça, c'était des objectifs et des moyens. Sinon, mes objectifs, c'est d'aider le maximum de frères et sœurs à changer leur vie. En ayant la compétence pour faire de l'argent, pour que l'argent soit dans leurs mains et pour qu'ils arrêtent d'échanger beaucoup d'énergie et d'argent contre peu d'argent. Et ça passe par la compétence qu'il faut avoir. La vente en est une. Enfin, moi, c'est ma croyance que c'est la compétence numéro 1. Mais il y en a aussi d'autres. Hein. Quelqu'un qui est très fort dans les IA, il va se faire embaucher, il va être salarié, il peut travailler très peu et gagner 4 000, 5 000 euros, travailler 20 heures. Donc je dis pas que l'entrepreneuriat c'est la seule manière, mais après les gens ils doivent savoir qui ils sont. Si vous n'avez pas une grande compétence qui est demandée en tant que salarié, il vous reste pas 36 solutions, surtout si vous voulez faire l'IJA. Donc vraiment c'est peut-être maladroitement, mais par miséricorde, je mets en garde les frères et les sœurs contre leur propre incompétence à faire de l'argent qui va leur amener à ce que la religion, leur famille et tout soit touché. Et moi, l'une des raisons qui a fait que je me suis battu depuis 30 ans, c'est que je voulais pas dépendre des autres. Je veux pas dépendre des créatures. Moi, dans mon caractère, je demande pas de choses aux gens. T'imagines, Harry, t'as pas d'argent, tu dois demander aux gens. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Donc, par contre, Allah il te donne une compétence et alhamdoulilah, c'est toi qui peux aider. C'est une fierté. Donc, c'est pour ça que, de toute manière, dans ça, je sais que tu es aligné avec moi sur cette mission-là. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que nous, mais alhamdoulilah, on est quelques frères qui sont comme ça. Il y en a beaucoup d'autres aussi qu'on ne connaît pas, qu'Allah en rajoute dans la communauté. Amen. Donc, c'est ça, Inch'Allah. Et après, où on peut me retrouver, je pense le plus simple, parce que je suis en train de faire tous mes réseaux sociaux, mais vous tapez Habib Belkhair sur LinkedIn, vous allez me retrouver. Vous allez me trouver, Inch'Allah. Je mettrai un lien ton LinkedIn en dessous de la vidéo. Non. Petite question très rapide, est-ce que des fois ça t'arrive de prendre un produit et d'essayer de le vendre, un produit qui n'est pas le tien? Pourquoi je te dis ça? Parce que récemment j'ai essayé pendant plusieurs mois j'ai vendu un produit sur la fiscalité, donc rien à voir, c'est pas mon produit, etc. Mais ça m'a permis en fait de beaucoup apprendre, parce que c'est un produit que j'avais pas l'habitude, que je connaissais pas. Et ça m'a permis vraiment de beaucoup apprendre, le fait de sortir des sentiers battus. Est-ce que des fois ça t'arrive, toi, de prendre un produit qui n'est pas à toi, et de dire ah, tiens, je vais faire quelques ventes pour le kiff? En fait, ça, déjà, pendant 20 ans, j'ai fait ça, tu vois, avant de vendre mes coachings. Et j'ai fait ça aussi ces dernières années. J'ai notamment été closer pour Joël Musi, qui était une référence dans le coaching en France. Il a fait 5 millions, je crois. Et en fait, à chaque fois, j'ai pas performé. Mais j'ai la raison. Okay. D'ailleurs, c'est marrant parce que les gens qui étaient là-bas, ils doivent penser que je suis pas bon en vente, tu vois. Et en fait, la raison, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'alignement. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis un perfectionniste. Donc, les perfectionnistes sont amenés, 99% d'entre eux, je suis pas en train d'exagérer, à échouer dans la vente. Parce qu'en fait, ils sont tellement perfectionnistes qu'un perfectionniste ne peut pas réussir dans la vente. Maintenant, il y a 1% qui vont réussir. Entre 5 et 1%, ça dépend où on met le curseur, tu vois. Et ceux-là, quand ils vont réussir mieux que tout le monde. Et donc, si tu veux, moi, ce qui me désaligne dans le produit des autres, quand je vends mon produit, j'ai tout de A à Z. Tu disais la dernière fois, et c'est un des ingrédients de la vente, c'est le transfert de certitude. Écoute, tu peux me ramener Anthony Robbins, qui tu veux, il y a personne qui peut être convaincu plus que moi de mon produit. Déjà, il y a personne qui le connaît mieux que moi. Il y a personne qui a vu ce que le produit fait dans tous les détails. Et même Anthony Robbins, il va pas parler de religion, tu vois. Donc si tu veux, ce petit désalignement,
Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne dans la viande. Je suis comme une montre de luxe, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand il y a des gens, ils arrivent à garder de la performance. Moi, en fait, quand je me désaligne, je peux tomber en dessous des gens qui sont beaucoup moins forts dans la compréhension de la vente que moi, qui ont beaucoup moins d'expertise, qui ont beaucoup moins de choses. Mais quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que là, on se rejoint, toi et moi. On est comme ça, toi et moi. Nous, on essaie de craindre l'argent dans l'argent parce qu'on est musulman et on est perfectionniste. Donc moi, je suis pas le genre de personne à refourguer un produit, même s'il est bon à 80%. Mais ça, c'est une qualité et un défaut. Moi, en fait, il faut que j'aille même si mon produit moi-même, il n'est pas à 100%, mais si tu veux, la règle des fois 10 quand tu vends, d'accord? C'est une règle qui te permet d'atteindre la certitude. Moi, quand si je demande 5 000 euros à une personne d'investissement, je suis sûr que ça vaut 50 000 euros et je sais l'expliquer. Parce qu'elle va perdre 7 ans, elle va perdre 8 ans, elle va tourner en rond, etc., etc. Je sais lui expliquer par son passé, par son présent, par son futur, et je sais expliquer par rapport aux concurrents. Donc, j'ai fait des expériences et pour l'instant, et j'ai pas été bon dans ça dans les dernières années, même si pendant toutes mes années de commercial, j'ai fait que ça pendant 20 ans, tu vois. Et en fait, le grand travail que j'ai dû faire sur moi quand j'ai appris à me vendre, c'est là que je stressais. Parce qu'en fait, quand tu vends le produit des autres, moi j'ai des valeurs. Donc quand je vendais des produits des autres et qui allaient un minimum dans ma partie commerciale, ça allait. Et quand j'ai dû me vendre, en fait, le problème, c'est que quand tu dois te vendre toi-même, c'est un trésor pour ceux qui vendent leurs propres services. Moi, il y a un truc que j'ai travaillé, franchement, après, j'ai dû le travailler plusieurs années. C'était quand on touchait ma confiance de manière subtile, je rentrais sous stress de manière subtile. Okay. Et puis, en fait, je comprenais de la personne. En fait, la personne, le comportement de l'acheteur, c'était, OK, j'ai besoin d'être rassuré, ce qui est normal. Mais moi, ce que j'entendais, c'est, ah, comment ça, t'as pas confiance en moi? Ben, on arrête tout de suite. Et je rentrais sous stress. Et donc, je perdais les ventes à cause de ça. Juste cette chose-là que je n'arrivais pas à gérer. Donc, j'ai mis des années à la conscientiser. Et après, après, à gérer, c'est plus facile. Mais déjà, je la conscientisais pas. Je ratais des ventes que à cause de ça. Que à cause de ça. Okay. Je rentrais dans les justifications. Je disais oui, machin, mon ton de voix est changé, etc., etc. Donc, là, je te donne un exemple. Si j'ai quelqu'un qui veut se remettre en vente, est-ce que tu crois, déjà, je lui fais un test de vente. Le test, c'est vite fait, hein. 5 minutes, je vois son niveau. Dès que je vois son niveau, ben, je sais tout ce qu'il a travaillé. Donc, moi, je vois la route, le temps, l'énergie, tout l'argent qu'il va perdre. Donc, en fait, moi, dans ma tête, je vends que si je suis convaincu. Et comme je te dis, j'ai cette règle des fois 10 au minimum. Et donc, c'est facile pour moi. Parce qu'en fait, pour moi, c'est plus de la vente, c'est une aide. En fait, je t'aide à pas galérer. Et je le fais juste avec la bonne forme qu'il faut. La forme que tu connais, puisque tu as vu, en fait, les outils en immersion. Voilà, parfait. Habib, on est sur la fin de cette interview. Et je te remercie encore. Quelle est ta récompense pour toute la valeur apportée? Est-ce que tu auras un dernier mot de la fin? Quelque chose à partager aux personnes, aux gens? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je te renvoie. Moi, j'aurais encore plein de questions à te donner. Mais non, c'était plus toi, si tu avais, je sais pas, peut-être une dernière parole à partager aux gens. Le résumé, franchement, le résumé, c'est apprenez à faire de l'argent de manière éthique, protégez votre religion, et pour ça, ayez une compétence, quelque chose que vous allez vendre, et apprenez à la vendre, ou apprenez la vente, et puis mettez votre compétence, si vous êtes bon en vente, au service de plein d'entrepreneurs qui cherchent des vendeurs. Toi, moi d'ailleurs, je cherche des closers, je vais en avoir besoin bientôt. Voilà, je pense que la communauté, alhamdoulilah, elle est en train de grandir, on le voit. Donc moi, je pense que 2025, 2026, 2027, jusqu'à 2030 comme ça, il va y avoir beaucoup de gens dans la communauté qui vont aller dans le business et dans le digital. Donc ils auront besoin de marketing, ils auront besoin de la vente, ils auront besoin de coach, ils auront besoin des gens de chez nous dans la communauté. Donc on va pouvoir aider. Donc pour moi, le résumé, c'est en tout cas apprenez à faire de l'argent pour protéger votre religion et en même temps, vous aidez la communauté. Parce que on n'a pas besoin de plus de pauvres dans la communauté. On a besoin des gens riches qui consomment chez nous. Exactement. Barakallahu fik en tout cas, Habib. Donc pour tous ceux et celles qui veulent se former à la vente, vous avez Habib. Je vais mettre tous les liens en bas de la description de cette vidéo. Et en tout cas, avec plaisir de refaire une interview dans 6 mois, 1 an, peu importe, Habib.
qu'Allah te récompense et prends soin de toi en tout cas. Toi aussi, Akhi, qu'Allah il fasse que tu sois moufid, que tu puisses impacter, aider plein d'élèves. Je pense qu'on est d'accord, on fait le meilleur métier pour moi au monde, c'est on aide des gens, on plante des graines. Donc Allah Ouais. il fasse que ce soit profitable à la communauté, Akhi. Barakallahu fik de m'avoir Amin. invité, c'était un plaisir. Wa fika barakallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. À bientôt, Alaykoum Habib. salam wa rahmatullahi wa barakatuh.